Est-ce que, pour la raison d'État, j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes? Et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale? On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated. On a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre. C'est ça la grande morale. Un service de renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire. Août 1944, Paris est libéré. Le général de Gaulle descend en vainqueur les Champs-Élysées. Les Français reconnaissent en lui leur libérateur. L'officier insoumis s'était levé contre l'occupation de la France. Soutenu par les Alliés, il a pu mener le combat qui a conduit au débarquement de Normandie, puis à la victoire. Mais ces exploits n'auraient pas été possibles sans un petit groupe de néophytes aussi rebelles que leur chef. Des amateurs qui ne connaissaient rien aux services secrets, conduisant des missions d'une audace folle. Clandestinement, ils ont écrit durant cette guerre certaines des plus belles pages de l'histoire de France. Une histoire de l'ombre, parallèle, inconnue, qui commence 4 ans plus tôt. Juin 1940, la France a subi la plus grave défaite de son histoire. À l'écrasement militaire succède un armistice inacceptable. Le territoire est largement occupé. La France n'est pas seulement écrasée, elle est humiliée. Le général de Gaulle est à Londres avec la poignée de volontaires qui ont répondu à son appel. Il n'accepte pas la défaite. L'armistice lui est intolérable. Il veut continuer le combat et incarner la France qui poursuit la lutte. Pour cela, il doit savoir ce qui se passe sur le territoire national. Le général a besoin d'un service de renseignement autonome et dévoué à sa personne avec ses agents, ses armes, ses communications. Mais il manque de professionnels. Les services de renseignement de l'avant-guerre sont demeurés au sein de l'armée d'armistice, fidèle à Pétain. Ils n'ont pas rejoint de Gaulle à Londres. Le général est seul. Le général de Gaulle avait besoin d'un service de renseignement. Il a essayé d'organiser quelque chose, de bricoler quelque chose, il faut bien le dire, car parmi ceux qu'il avait rejoints, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes des services secrets. Dès le 30 juin 1940, 8 jours après l'armistice signé par Pétain, le général reçoit le jeune André de Wavrin, alias colonel Passy, 29 ans, polytechnicien et professeur de fortification à Saint-Cyr. De Gaulle lui demande de mettre sur pied un service de renseignement, indispensable outil clandestin qui lui permettra de se tenir informé sur ce qui se passe en France et d'agir contre l'ennemi. Mon patron, c'était le colonel Passy. J'ai fait sa connaissance, je l'ai trouvé très rigoureux, un peu renfermé. On savait qu'il menait une vie assez austère. On avait de l'admiration pour lui et on constatait naturellement qu'il menait une action pour laquelle il n'avait jamais été formé. Après une première étude, Passy réclame des moyens à De Gaulle. Mon général, je n'y connais rien, mais j'ai réfléchi quand même à ce qu'il me faudrait. Je voudrais bien avoir des hommes, de l'argent et des moyens de transmission, parce que ça sera indispensable si l'on veut établir des liaisons avec la France. De Gaulle répond «
De l'argent, je n'en ai pas. Des moyens de transmission, je n'en ai pas. Et les hommes, eh bien, vous n'avez qu'à vous promener dans Londres, il y a plein de Français, et vous ferez du recrutement. Pour le jeune Passy, la mission est complexe et inédite. Il doit inventer les manières d'espionner son propre pays, dans lequel beaucoup de gens sont prêts à renseigner, pourvu qu'on le leur demande. Il innove. En plus de former des agents, il va développer des réseaux de renseignement clandestins qui, sous l'autorité du général, fonctionneront jusqu'à la libération. Pour l'aider, Passy fait une rencontre de la plus grande importance. Gilbert Renault, alias Morin, alias Jean-Luc, alias Watteau, alias Roulier, alias Recordier, et surtout alias Colonel Rémy, le pseudonyme qu'il conservera toute sa vie. Ce producteur de cinéma est un homme de droite, catholique fervent. Il offre ses services au colonel Passy. La recrue est indocile, mais excellente. La couverture du colonel Rémy ne sera autre que celle de producteur. Passy a gratté ce qu'il a pu dans les tiroirs de la Francine, on m'a donné 20 000 francs. 20 000 francs de l'époque. Je veux bien, mais enfin, c'était tout. Et puis je suis parti. J'avais une adresse à Lisbonne, je suis allé trouver le chef de la cinématographie portugaise, en lui disant que je devais faire un film sur Colomb, mais que Magellan, ce qui est vrai du reste, avait beaucoup plus de mérite que Christophe Colomb, que la fierté portugaise s'accommoderait mal de ne pas avoir mis Magellan à l'honneur. J'ai reçu très bon accueil, et Magellan a servi par la suite à une foule de gens qui n'avaient aucunement l'intention de tourner ce film qui pourrait être très beau du reste. C'était un homme entreprenant, affable, beau parleur, ajoutant quelquefois un petit peu à la vérité, truculent même, mais chaleureux et entraînant. La mission initiale de Rémy consiste à installer un réseau de surveillance des ports de la côte atlantique, de Brest à l'Espagne, en recrutant des agents parmi les professionnels concernés, pilotes de port, cheminots, postiers. Croyant, Rémy baptise son réseau CND, Confrérie Notre-Dame, qui sera à l'origine de très nombreuses opérations. Grâce au renseignement de Rémy, le 27 février 1942, une opération combinée britannique est organisée. Des commandos sont largués au-dessus de Bruneval, au nord du Havre. Leur objectif, démonter un radar allemand qui repère les bombardiers anglais et le rapporter en Angleterre. L'opération Biting, ou coup de croc, est un succès. Les commandos ramènent également en Grande-Bretagne 2 prisonniers allemands, dont un radariste. Sans les informations de Rémy, rien n'aurait été possible. Le chef des services secrets britanniques affirmera plus tard qu'il considérait Rémy comme le plus extraordinaire agent secret qu'il ait jamais connu. La guerre secrète fait appel à des outils inattendus. Élégants foulards de soie imprimés avec des cartes de France ou des grilles de code. Les cartes sur papier de riz qui flambent en 1 seconde. La bague pour pilule de cyanure pour se suicider en cas de capture. Et même dans la poche, un discret pistolet stylo. Entre 1942 et 1944, une série de réseaux de résistance et de renseignement surgissent en France, couvrant chacun une fraction du territoire. Les hommes de Passy en créeront de nombreux. Dans ces réseaux se croisent des hommes, gaullistes ou socialistes, qui joueront plus tard des rôles considérables. Jacques Foccart, alias Binot, qui deviendra l'indispensable homme de l'ombre du général. Gaston Defer, alias Danvers, qui s'engage dans le réseau Brutus. Charles Pasqua, alias Prairie. Et même un certain Morland, de son vrai nom François Mitterrand. Après un épisode vichiste, il rejoint les réseaux gaullistes. En janvier 1942, les hommes du colonel Passy s'installent dans le plus grand secret, au 10 Duke Street, non loin de Hyde Park. Le service de renseignement de la France libre s'appellera désormais BCRA, Bureau central de renseignement et d'action.
La France libre a désormais son corps féminin. La jeune Teresca Torres intègre la structure. La population locale ne savait pas que nous travaillions au BCRA. On ne se promenait pas avec une étiquette « Je suis dans les services secrets de la France libre ». Nous appelions ça la maison chut-chut. Je me souviens d'un bureau pas très grand et que nous recevions du courrier qui venait de France, que nous classions. Je me souviens de grandes cartes avec des endroits probablement qui avaient été demandés par les résistances pour qu'on parachute du matériel ou des gens. Et je rencontrais le général de Gaulle souvent. Et à ce moment-là, je me mettais au garde à vous et je le regardais comme si je regardais Jeanne d'Arc. En janvier 1942, de très nombreux volontaires ont déjà rejoint le général de Gaulle. Seul problème, ils n'ont le plus souvent aucune expérience militaire et encore moins de la clandestinité. Ces néophytes du BCRA doivent être confiés aux moniteurs de l'Intelligence Service britannique, les services secrets anglais. Les stages se succèdent. Maniement d'explosifs, codage, sabotage, parachutisme. Pour apprendre à tuer un soldat nazi, les formateurs britanniques empruntent les médias de masse. Bandes dessinées, et même des courts-métrages. Right hand grips it, then pressure with the left to the back of the head and the throttle's complete. And that's the end of that one. A loop is made, then back and round the wrist it goes, so that any pressure on the hands will automatically cut the rope into the neck. If the prisoner remains still, he'll keep quite nice and snugly. But if he struggles, well, it's just too bad. He'll probably break his bloody neck. Pendant que les agents secrets se battent sur le terrain, les affrontements politiques, donc la lutte pour le pouvoir, ne se relâchent pas. Depuis le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, le général Henri Giraud a hérité d'une partie des services de renseignement de Vichy. Il reproche à la structure gaulliste d'être composée de civils, donc d'amateurs, et à De Gaulle de l'utiliser à des fins politiques. Pour représenter la France, Giraud est le favori des Britanniques et des Américains, qui le préfèrent à De Gaulle, jugé à juste titre aussi obstiné qu'incontrôlable. Au Maroc, à l'hôtel Anfa, Churchill et Roosevelt tentent de réconcilier les deux généraux. Mais les deux hommes se détestent. Le contrôle des services spéciaux est une composante de leur rivalité. Aux yeux de Giraud, ils appartiennent à l'autorité militaire, quand le chef de la France libre les considère comme d'essence gouvernementale, c'est-à-dire exclusivement soumis aux ordres du politique. Après un an de lutte, De Gaulle l'emporte. Il fusionne les anciens services de Giraud avec le BCRA dans une nouvelle entité qu'il contrôle. De Gaulle poursuit son objectif, être l'unique représentant de la France libre, tant des combattants de Londres que des mouvements de résistance qui sont nés un peu partout en France. En 1942, il confie à un jeune préfet socialiste révoqué par Vichy, Jean Moulin, la difficile mission d'unifier la résistance intérieure, de lui faire reconnaître De Gaulle comme chef et de préparer la libération du territoire. Pour cette mission, les services de Passy aident le jeune préfet qui réussit à créer le Conseil national de la résistance. Il coordonnera l'ensemble des mouvements, syndicats et partis politiques. Désormais, pour les résistants de l'intérieur, le général devient l'unique chef de la France libre. C'est un tournant capital. La prépondérance de l'homme de Londres n'est plus contestable par quiconque. Et une fois encore, ses agents secrets lui ont prêté main forte. Avec l'assistance des Britanniques, les services du colonel Passy larguent au maquis des armes, des explosifs, des opérateurs radio, des instructeurs. Ils préparent avec la résistance des plans de sabotage pour aider la future invasion alliée et collectent des milliers de renseignements. Il n'y avait pas une compagnie allemande qui pouvait se déplacer en France sans que nous sachions exactement ce qu'elle faisait
où elle allait. Nous connaissions même les noms de ses officiers, les noms des sous-officiers, leurs emplacements, etc. Ceci a joué un rôle considérable, naturellement, au moment du débarquement. Dans la nuit précédant le débarquement, sur ordre du général Eisenhower, les plans secrets établis par le BCRA sont exécutés. Plan vert, plan de sabotage des voies ferrées destiné à paralyser l'acheminement des renforts allemands vers la zone de débarquement. Le plan Tortue, destiné à freiner le déplacement des unités blindées vers les côtes françaises. Plan rouge, dépôt de munitions. Plan noir, dépôt de carburant. Le 6 juin 1944, à l'aube, l'armada la plus importante de l'histoire attaque les côtes de Normandie. Grâce aux opérations menées par les hommes du colonel Passy et de Rémy, les Allemands ne peuvent amener les 12 divisions prévues sur les lieux du débarquement. La tête de pont est consolidée, la libération est en marche. Plus tard, les Américains reconnaîtront que les services secrets gaullistes avaient fourni 80% des renseignements qui avaient rendu possible le débarquement. Le 25 août, Paris est libéré. De Gaulle triomphe. La guerre n'est pas finie, mais la France est dans le camp des vainqueurs. Cette victoire est aussi celle des services secrets. Ils ont permis au chef de la France libre de devenir le seul interlocuteur des Alliés. Jamais dans l'histoire, leur rôle n'avait été aussi important. Avare de compliments, De Gaulle aura tout de même des mots chaleureux pour le colonel Passy, son jeune subordonné. Au colonel de Wavrin, l'un des premiers, l'un des meilleurs de mes vieux compagnons, amicalement. Le 28 décembre 1945, le général renomme les services secrets. Ils s'appelleront désormais SDEC, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage. De Gaulle a imposé sa vision. Les services de renseignement d'avant-guerre dépendaient de l'état-major. Le SDEC est aux ordres du président du Conseil. Le SDEC est en charge de l'espionnage à l'extérieur des frontières.